Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui a pour sujet le thème du mystère de notre ADN et de nos gènes, et qui a pour but de démontrer en quoi l'histoire d'Enki et de son intervention sur le génome de l'hominidé, en l'occurrence l'Homo erectus, a bel et bien des bases et des preuves scientifiques. On peut d'ailleurs arriver à cette même conclusion aussi bien à partir du darwinisme orthodoxe que de l'étude des mythologies. D'un côté, si l'on se réfère à la théorie de l'évolution officielle, il est impossible qu'un être aussi évolué que l'Homo sapiens soit apparu sur la Terre en un laps de temps aussi court. De l'autre, si l'on considère les mythes de plusieurs civilisations anciennes, l'homme y est décrit comme un descendant des dieux venu du ciel pour le façonner à leur image. L'Homo sapiens peut donc être considéré comme un être hybride incorporant un mélange des gènes terrestres de l'Homo erectus et de gènes extraterrestres provenant de la race des dieux, les Anunnaki. Mais lançons-nous plutôt dans le vif du sujet dès à présent. Le chaînon manquant pose tellement de problèmes dans l'histoire officielle que des archéologues sont même allés jusqu'à falsifier des squelettes pour essayer de créer ce fameux chaînon manquant. Mais la vérité demeure imputrescible et inaltérable, on ne l'a jamais retrouvé, car ce chaînon manquant, c'est l'intervention d'Enki, de Thoth et d'Hathor, Ninursag, sur notre génome, puis de l'amour direct d'Enki et des dieux d'Orion comme Marduk, Thoth, Thor et tant d'autres, pour des humaines, créant ainsi l'Homo sapiens sapiens ou, dans la terminologie sumérienne, les Néphilim. Une réalité qui, au passage, rappelons-le, est fort bien repris et plagié dans la Bible, le livre soi-disant révélé d'Anou, qui amalgame quelques vérités à des mensonges pour mieux déformer la vérité et empêcher quiconque de comprendre vraiment qui et qui a fait quoi. Citons la Bible, la Genèse. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Même la Bible parle donc de la présence des Anunnaki sur Terre. Petite parenthèse fermée. En quelques dizaines de milliers d'années, un battement de cils à l'échelle de la vie, l'hominidé a soudainement évolué par deux vagues successives extrêmement rapides. Seuls quelques rares scientifiques aujourd'hui osent exprimer l'idée d'une intervention extérieure qui paraît être la seule véritable réponse plausible à ce mystère de l'évolution. Entrons maintenant dans le vif du sujet et parlons de la présence des gènes d'Enki dans notre ADN. L'être humain possède 23 paires de chromosomes, eux-mêmes situés dans le noyau de chaque cellule. Ces 46 chromosomes forment deux jeux complets d'instructions, chacun hérité d'un de ses parents. Chaque chromosome est constitué de molécules d'ADN qui s'étirent en deux longs fils unis, constitués par un enchaînement précis d'unités élémentaires, formées par les 4 nucléotides ou paires de bases ATGC. Le génome humain comprend 3,3 milliards de paires de bases ATGC formant un alphabet chimique. Les gènes actifs sont des segments d'ADN qui contiennent l'information fonctionnelle, codante. Chose étonnante, ils ne composent que 2% de notre génome. L'utilité du reste de notre ADN reste aujourd'hui encore inconnue, c'est ce qu'on appelle couramment l'ADN poubelle. Rendez-vous compte, 98% des gènes de notre ADN ne sont pas actifs. Cet ADN dit poubelle n'est en réalité rien d'autre que l'ADN d'Enki en nous qui a été pendant 4000 ans progressivement désactivé et dégradé. À l'époque de l'Atlantide, nous utilisions près de 60% des vraies capacités de notre cerveau et de notre Kundalini. Une fois Enki et les dieux et déesses d'Orion chassés de la Terre, pendant 4000 ans, Anu et ses serviteurs, nos geôliers actuels, n'ont eu de cesse que de brider notre ADN, et ils le font encore aujourd'hui par les ondes, les vaccins, par les perturbateurs endocriniens, par l'acidification massive de notre nourriture, etc. etc. Allons plus loin dans notre étude. Le génome humain contient 223 gènes sans prédécesseur aucun sur l'arbre de l'évolution génétique. Autrement dit, ces 223 gènes ne figurent absolument nulle part dans l'évolution des vertébrés. L'analyse des fonctions de ces gènes révèle qu'ils gouvernent d'importantes fonctionnalités physiologiques et cérébrales propres aux humains. Comme l'indifférence entre l'homme et le chimpanzé joue sur 300 gènes environ, ces 223 gènes constituent donc un écart énorme. Comment l'homme a-t-il acquis un tel bouquet de gènes pour le moins énigmatique ? Les scientifiques n'ont pu expliquer la présence de ces gènes étrangers, le mot en anglais est alien, que par un, je cite, transfert horizontal probable et plutôt récent à partir d'une bactérie. Ce qui revient à dire que ces fameux gènes ne sont pas issus de l'évolution mais acquis par une récente infection bactérienne. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Des études publiées en 2002 sont parvenues à la conclusion que ces gènes uniques sont concentrés essentiellement dans le chromosome 21. Ces 223 gènes spécifiques à l'homme ont conduit certains scientifiques à manifester leur grand étonnement. Par exemple, M. Steven Scherer, directeur de recherche au Human Genome Sequencing Center, a eu la réaction suivante. C'est un bond qui va à l'encontre des théories actuelles sur l'évolutionnisme. Difficile après ça de soutenir encore la thèse bancale de Darwin. Une nouvelle différence génétique a même été découverte en 2009. Depuis la séparation de notre espèce de celle du chimpanzé, il y a environ 6 millions d'années, il se trouve que nous avons acquis
par mutation, c'est-à-dire par déblocage de séquences faisant jusqu'à leur partie de l'ADN poubelle, 3 nouveaux gènes sur les chromosomes 12 et 22 que les chimpanzés ne possèdent pas et qui s'ajoutent aux différences d'expression de nos gènes communs, comme la capacité à articuler, donc la parole, et la taille du cerveau. Cette création ex nihilo de nouveaux gènes par mutation est une nouvelle pierre jetée dans le jardin des darwinistes. Ces gènes orphelins ou spécifiques évoluent 3 fois plus vite que les gènes communs dans toutes les espèces vivantes et apportent donc une plasticité que la théorie classique de l'évolution ne peut pas expliquer et qui relève peut-être de l'exogénèse intelligente, c'est-à-dire impliquant une intervention technique externe. Continuons notre étude et parlons maintenant de la théorie du professeur en génétique anglais Brian Sykes, enseignant d'Oxford, tiré de son livre « Les 7 filles d'Ève ». Le généticien s'est attaché au sein des populations européennes à étudier une variété particulière d'ADN, celui contenu dans les mitochondries, des structures qui aident nos cellules à utiliser l'oxygène. Or, souligne Brian Sykes dans son ouvrage, l'ADN mitochondrial est toujours hérité de la mère. Autre caractéristique, il se transmet avec très peu de modifications. Nous posséderions donc tous quasiment le même ADN mitochondrial que notre, ajouté autant derrière que vous voulez, grand-mère. D'après ces calculs, toute l'humanité actuelle descendrait de 33 clans et 90% des Européens de 7 femmes originelles. Ces clans ne sont pas sans rappeler les héros venus sur Terre avec Enki, ces Anunnaki qui ont pris pour femmes des humaines et qui se sont installés partout sur Terre. Ces 7 femmes auraient vécu il y a des dizaines de milliers d'années. Et ces 7 femmes ne sont pas sans rappeler les 7 déesses présentes dans les tablettes sumériennes qui ont accepté après Ator-Ninur-Sag et Lilith Damkina de porter dans leur ventre les futurs humains. Grâce à sa découverte, le généticien a par exemple établi aussi que les Polynésiens étaient originaires d'Asie et non du continent sud-américain comme on l'a longtemps cru. Rappelons que les peuples asiatiques et amérindiens ont été très protégés et enseignés par Enlil. Parlons maintenant de ce que l'on appelle l'Ève mitochondriale. L'Ève mitochondriale ou le plus récent ancêtre matrilinéaire commun est le nom donné à une femme hypothétique considérée comme la plus récente ancêtre commune par lignée maternelle de l'humanité. Son existence est attestée par la démonstration qu'il y a une lignée unique de mitochondries dans les cellules de tous les humains. Les mitochondries sont des organites cellulaires qui ne sont transmis que par l'ovule de la mère, et il a été démontré que tous les ADN mitochondriaux humains ont une origine commune. En tenant compte de la vitesse de mutation, concept de l'horloge moléculaire, dans cet ADN, les calculs font supposer que l'Ève mitochondriale a vécu il y a quelques 150 000 ans, ce qui correspond tout à fait à l'explication des tablettes sumériennes. D'autre part, il existe un homme, l'Adam Y chromosomique, ayant engendré une lignée ininterrompue de mâles qui sont les aïeux de tous les hommes de la Terre à la même époque. Cette théorie n'est pas sans rappeler l'explication des tablettes sumériennes, puisque Ator-Ninur-Sag porta la première femme et Lilith Damkina le premier homme. Continuons notre étude. Un groupe de chercheurs travaillant au projet du génome humain, Human Genome Project, indique avoir fait une étonnante découverte scientifique. Ils pensent que les séquences dites non codantes, qui composent 98% de l'ADN humain, ne sont rien d'autre que le code génétique de formes de vie extraterrestres. Les séquences non codantes sont communes à toutes les matières organiques sur Terre. Dans l'ADN humain, elles constituent la plus grande partie du génome total, déclare le professeur Samuel Chang, directeur du projet, puisqu'elles constituent près de 98% du génome. Selon l'un des groupes de chercheurs ayant travaillé sur ce projet, il existerait un taux de probabilité très élevé que les séquences non codantes de l'ADN humain proviennent de codes génétiques issus de formes de vie extraterrestres. Au terme d'une analyse complète menée avec l'aide d'autres chercheurs, mathématiciens et informaticiens, le professeur Chang en est arrivé à la conclusion que l'ADN poubelle humain pourrait avoir été créé dans le cadre d'un programme extraterrestre, les parties aliens de notre ADN possédant leurs propres veines et artères ainsi que leur propre système immunitaire. Il estime que si l'on aborde la question du point de vue de notre logique humaine, nos programmeurs extraterrestres travaillaient probablement au départ sur un code source adaptable à plusieurs projets et que chacun de ces projets pourrait avoir produit diverses formes de vie adaptées à différentes planètes. Ils ont peut-être essayé différentes solutions, après avoir conçu le code source, ils l'ont exécuté, n'ont pas été satisfaits de certaines applications, ont essayé de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles, fait d'autres améliorations, essayé encore et encore. Ces multiples essais, ces modifications jusqu'à arriver au succès final, sont clairement relatés dans les tablettes sumériennes. Samuel Chang explique donc avoir acquis la certitude que notre ADN est un programme hybride composé d'un code source et d'un code spécifique à la Terre. D'ailleurs, les gènes humains ne permettent pas à eux seuls d'expliquer l'évolution de l'homme, explique-t-il. Il y a nécessairement quelque chose d'extérieur qui est intervenu dans le processus. Tôt ou tard, affirme-t-il, nous en arriverons à l'incroyable conclusion que l'homme terrestre transporte le code génétique de ses cousins extraterrestres et que l'évolution n'est pas du tout conforme à ce que nous pensions.
Ouvrons une petite parenthèse pour aller un peu plus loin dans notre étude. Rappelons qu'Enki et beaucoup de Nibiriens, ou d'Anunnaki de Nibiru, sont des êtres blonds aux yeux bleus. Encore une fois, et comme toujours, je me dois de rappeler que toute forme de racisme est vivement combattue et méprisée par Enki et les dieux et déesses d'Orion. Et que de nombreux dieux et déesses ont la peau mate, les yeux marrons, les cheveux noirs, bruns, roux. Ils ne s'arrêtent pas à la couleur de la peau, des yeux, des cheveux pour juger un être. Croyez-le ou non, pour autant, il n'y a pas toujours eu des yeux bleus sur Terre. Nos premiers ancêtres avaient plus que probablement les yeux marrons. Alors, quand les yeux bleus sont-ils entrés en jeu? Eh bien, selon une recherche datant de 2006, toutes les personnes aux yeux bleus viennent d'un ancêtre commun. Les scientifiques ont tracé une mutation génétique qui a eu lieu il y a des dizaines de milliers d'années et qui est la cause de la couleur des yeux de tous les humains aux yeux bleus. Petite parenthèse éloquente, fermée. Ce qui nous amène à parler un peu de la Kundalini et du principe d'immortalité. Si vous suivez un petit peu ces vidéos et si vous connaissez un petit peu Enki, la spiritualité shivaïte, qui est le but de cette spiritualité, qui est la transcendance de soi, et donc qui amène au magnum opus, qui est d'atteindre l'immortalité de l'âme préalable à l'immortalité de la chair. La question est, est-ce que scientifiquement, l'immortalité est possible? Parler d'immortalité, ça nous amène forcément à parler d'alchimie. Mais avant cela, notons que l'immortalité de la chair est une chose totalement possible à partir du moment où certains gènes sont activés, permettant une restauration cellulaire constante, un renouvellement constant stoppant toute forme de vieillissement. Encore une fois, c'est une histoire de gènes et il y a fort à parier que parmi les 98% de nos gènes inexploités, l'un d'entre eux soit le gène codant cette action de restauration cellulaire constante. Les exemples d'alchimistes ayant été aperçus à différentes époques avec la même apparence, toujours aussi jeunes, sont légion. Des personnages tels que le comte de Saint-Germain, ou Fulcanelli, ou Philalette, ou Nicolas Flamel sont tous des initiés de l'art transmutatoire qui ont démontré par leurs œuvres et le témoignage des individus qui les ont connus et aperçus à diverses époques de la réalité de l'immortalité. Mais allons un peu plus loin. Elisabeth Parrish, PDG de l'entreprise américaine BioViva, assure avoir fait rajeunir de 20 ans certaines de ses cellules grâce à une thérapie génique qu'elle a testée sur elle-même. Selon la scientifique, diplômée de l'Université de Washington, la thérapie génique en question comporte deux processus. Le premier consiste à limiter voire supprimer la perte de la masse musculaire grâce au blocage de la protéine myostatine. Le deuxième vise à augmenter la taille des télomères, ces courts segments d'ADN situés aux extrémités des chromosomes. Ces télomères, qui sont chargés de la protection des chromosomes, raccourcissent à chaque division cellulaire. En clair, plus le temps passe, moins ils sont efficaces dans leur mission, ce qui entraîne un dysfonctionnement de la cellule et le vieillissement du corps. Ainsi, les télomères jeunes sont plus longs, les vieux plus courts. Les rallonger serait donc une manière de les rajeunir. En septembre 2015, juste avant de commencer sa thérapie, Elisabeth Parrish fait donc mesurer les télomères de ces globules blancs par le laboratoire d'essais cliniques spécialisé SpectraCell. En mars 2016, à l'issue de sa thérapie, elle les refait mesurer par le même laboratoire. L'incroyable nouvelle tombe, ils sont effectivement plus longs et sont passés de 7,71 kb à 7,33 kb. L'équivalent d'une vingtaine d'années de moins pour ces globules blancs, annonce le comité publié par BioViva. Les incroyables résultats sont transmis à HILS, un organisme à but non lucratif basé à Bruxelles, à la Biogérontology Research Foundation, organisme luttant contre les maladies liées au vieillissement basé au Royaume-Uni, qui les confirme. La fondation déclare que les globules blancs de Parrish sont effectivement devenus biologiquement plus jeunes. Continuons. La télomérase s'exprime également dans les cellules embryonnaires qui ont besoin de se multiplier massivement. Par un mécanisme encore inconnu, l'enzyme est ensuite désactivée dans la plupart de nos cellules. En 2007, cependant, les choses se sont un peu éclaircies. Le docteur Scott Cohen est parvenu à identifier sa composition protéique, deux composants, dont l'un n'est plus synthétisé par les cellules, la sous-unité catalytique HTERT. Dès lors, une idée s'impose. Il suffirait de réinjecter cette sous-unité manquante dans les cellules pour que la télomérase s'exprime à nouveau. Cette hypothèse est immédiatement testée par le biais d'expériences dans lesquelles le gène codant pour la sous-unité HTERT est introduit dans diverses cellules humaines en culture, fibroblastes, kératinocytes et lymphocytes T. Les premières observations sont édifiantes. L'expression de HTERT dans les fibroblastes en culture permet d'instaurer l'activité de la télomérase et de maintenir la taille des télomères. Les fibroblastes ont alors un allongement de leur durée de vie et sont capables d'être maintenus en culture durant plus de 300 générations. Impossible de les discerner des jeunes cellules, elles ne montrent aucun signe d'anomalie chromosomique et sont préservées de la vieillesse. En novembre 2010, la publication par le Harvard Medical School d'un article renversant expliquait qu'on était parvenu à inverser pour la toute première fois la sénescence des mammifères. Il y était démontré que l'activation de la télomérase entraînait le rajeunissement de cellules du cerveau, de la rate et des organes de reproduction. L'âge biologique de souris âgées de 80 ans, à échelle humaine, avait ainsi été ramené à celui de jeunes adultes. De plus, à leur grand soulagement, les souris traitées par l'enzyme ne présentaient pas plus d'incidence de cancer que les témoins.
Continuons. Une équipe de scientifiques japonais de l'université de Tsubaka a récemment présenté ses avancées dans le domaine de l'inversement du processus de vieillissement des cellules. Une technique qui en théorie pourrait inverser les effets du temps sur notre corps et donc nous faire rajeunir ou presque. Il avait ainsi été démontré que les mutations de l'ADN dues au temps n'affectaient pas les mitochondries, les centrales électriques des cellules, et qu'il était possible d'influencer sur 2 gènes particuliers désignés ainsi comme responsables du vieillissement. De nouveaux tests ont été réalisés sur des cellules d'un patient âgé de 97 ans avec la même technique déjà employée, à savoir les plonger dans un bain d'acides aminés. En une dizaine de jours, les cellules ont retrouvé leur capacité à produire de l'énergie. Elles ont donc rajeuni et récupéré leur capacité d'origine. Pour terminer, du temps où Enki et les dieux d'Orion étaient sur Terre, nous étions très proches de l'énergie, avec laquelle nous travaillions constamment, très connectés à la nature et notre nourriture quotidienne était d'une très haute qualité vibratoire. Tout sauf acidifiante comme c'est le cas à l'heure actuelle. Ainsi, nous avions toutes les ressources nécessaires pour stopper la dégénérescence cellulaire due à la multiplication des radicaux libres. Ce qui explique pourquoi, durant le temps de l'Atlantide, la vie de l'homme était bien plus longue. Nous vivions des centaines d'années, certains même atteignaient le millier d'années. Ce n'est pas un argument, mais c'est une chose une fois de plus que le relate la Bible qui se voit obligée de temps en temps de laisser filtrer quelques vérités au milieu des mensonges codés qui la structurent. Pour terminer, qu'en est-il des recherches sur l'ADN à l'heure actuelle et de l'hybridation ? Nous sommes donc tous des OGM ou organismes génétiquement modifiés, comme nous l'explique notamment Bleuette Dio. Il est maintenant démontré que notre ADN peut être artificiellement amélioré ou dégradé par chirurgie génétique. Actuellement, nombre de scientifiques reconnaissent que théoriquement, on pourrait ainsi construire le génome de façon à ce que toute maladie inclue dans le codage génétique ou les prédispositions qui y conduisent en soient absentes, ce qui reviendrait à améliorer notre espèce par une sorte d'upgradation définitive, réparant les tares génétiques dont notre espèce est affligée depuis notre création ou évolution selon que l'on adopte un point de vue du type créationniste ou évolutionniste. On le voit à l'heure actuelle, des scientifiques sont parvenus par exemple à cloner des animaux, même à mélanger certains ADN de différents animaux et à créer des hybrides. Et il sera même bientôt possible, comme dans le film Bienvenue à Gattaca, de travailler directement sur les gènes de l'ovule et du spermatozoïde pour modifier les caractéristiques du futur individu. La couleur de ses yeux, de ses cheveux, ses performances physiques, etc. Tout ça pour vous démontrer qu'à l'heure actuelle, nous avons donc la capacité d'agir sur notre génome et de le modifier. Alors qu'en est-il d'une civilisation plus avancée que la nôtre, qui, rappelons-le, est capable de bâtir des monuments cyclopéens que même aujourd'hui nous serions encore incapables de reproduire? En conclusion donc, ce qu'Enki et les dieux et les déesses d'Orion sont parvenus à faire sur Terre, c'est-à-dire créer l'Homo sapiens en upgradant l'Homo erectus avec leur propre ADN, octroyant à l'hominidé un bond considérable dans son évolution, est un cadeau fait par Enki aux hommes. Et ce cadeau a rendu fou à nous de rage et de peur. De rage car lui estimait que seuls les Anunnaki purs, les hautes familles aristocratiques, se devaient de connaître le secret de l'immortalité, alors qu'Enki a estimé que ce don devait s'acquérir par mérite et non par droit du sang ou de classe sociale. Pour nous sommes donc une erreur de la nature et nous ne devrions pas exister. Et fou de peur, car en plaçant la graine de la Kundalini dans notre ADN, au sein de l'homme, qui est pour Enki son grand œuvre inachevé, nous risquions tous, tôt ou tard, de devenir des petits Enki en puissance, car nous possédons tous en nous ce potentiel. Et c'est pourquoi il y a 12 000 ans, lorsqu'Anu a demandé à Enki d'arrêter d'enseigner la race humaine et de la détruire, et qu'Enki a refusé de détruire sa création, le conflit entre Anu et Enki, entre deux visions de la vie, a violemment éclaté, et que l'Atlantide fut ainsi attaquée et détruite par Anu et ses sbires, nos bourreaux actuels. Je m'adresse maintenant ici à ceux qui sentent Enki à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur chakra du cœur, là où se trouve le Graal, dans l'un des piliers de l'âme, le lien d'affection profond avec cet être hors du commun. Maintenant, vous savez pourquoi en vous, vous avez ce besoin de savoir et ce désir prométhéen de vous transcender, cette nécessité absolue d'atteindre votre âme et de vous connecter au divin en vous et à la vie. Tout cela a été inscrit en vous dans votre ADN tel un sceau indélébile par Enki et les dieux et les déesses d'Orion. Ce désir de s'élever, d'apprendre, de comprendre, c'est votre nature profonde, c'est notre nature profonde, car c'est la nature profonde d'Enki. C'est donc Enki qui a placé en nous ce don inestimable qu'il nous faut maintenant faire éclore. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.